Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier tous de l'intérêt que vous portez à mon travail. Nous sommes chaque jour plus nombreux sur cette chaîne et c'est vraiment très gratifiant pour moi, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le cas de la plus jeune meurtrière d'Angleterre, Mary Bell. Alors je sais qu'on a tendance à considérer que la plus jeune meurtrière d'Angleterre est Sharon Kerr. Alors la petite subtilité va se faire au niveau de la condamnation. Alors la plus jeune à avoir commis un meurtre est bien Mary Bell, mais la plus jeune à être condamnée pour meurtre est Sharon Kerr. Vous verrez dans cette vidéo que Mary Bell a été reconnue non coupable de meurtre, mais coupable d'homicide involontaire, alors que Sharon Kerr avait bien été reconnue coupable de meurtre. C'est donc le portrait d'une enfant de 10 ans que je vous dresse aujourd'hui, une enfant qui a elle-même été maltraitée et négligée par ses parents, notamment sa mère. Mary Bell laissera libre cours à ses pulsions et à ses penchants sadiques pour devenir elle-même bourreau. Alors dans cette vidéo, je ne glorifie absolument pas ni ne cautionne les actes commis par Mary. Je vous expose simplement le résultat de mon travail de recherche afin que vous puissiez avoir une vision plus claire de la situation et pour que vous puissiez vous faire votre propre jugement. Alors je vous invite à vous installer confortablement parce que l'histoire de Mary Bell commence maintenant. Mary Bell est née le 26 mai 1957 à Newcastle. Sa mère Betty était une prostituée. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a eu Mary et elle souffrait de troubles bipolaires. Elle n'était pas apte à devenir mère et elle a à de nombreuses reprises tenté de se débarrasser de sa fille. Alors que Mary était âgée de quelques mois, sa mère a tenté un jour de la jeter par la fenêtre. Elle a également pris une surdose de somnifères alors qu'elle était toute jeune. Sa mère dira que c'était accidentel, mais de nombreuses personnes ont témoigné avoir vu Betty donner les somnifères à Mary comme si c'était des bonbons. Betty aurait même tenté de demander à sa famille de récupérer Mary, mais ils auraient refusé car ils jugeaient que c'était à elle d'assumer son enfant. Je n'ai pas réussi à trouver de source sûre qui était son père. Plusieurs hypothèses. Son père serait un client de sa mère, son père serait un amant de passage, et son père serait le compagnon de sa mère, Billy Bell, un alcoolique notoire connu des services de police pour des vols et bagarres. Avec ce genre de parents défaillants, on peut considérer que Mary Bell a souffert de grosses carences affectives. Le plus grave, c'est que Mary Bell aurait été vendue par sa propre mère à des clients. Les traumatismes de l'enfance qui pourraient expliquer les futurs crimes de Mary Bell. Mary Bell grandit dans un quartier de Newcastle appelé Scottwoods. Nous sommes donc dans la période d'après-guerre, le quartier est très pauvre et truffé de délinquants. Les parents ont l'habitude de laisser les enfants jouer seuls dehors et il n'est pas rare de voir des enfants de 2-3 ans traîner dans la rue. La plupart de ces enfants étaient des enfants de prostituées et certains d'entre eux restaient dans la rue tard le soir jusqu'à minuit sans surveillance. Mary est décrite par ses camarades comme une fille impulsive et imprévisible. Elle peut être totalement calme et l'instant d'après, elle peut carrément péter un plomb. Les autres filles de 8-9 ans ont peur d'elle et cherchent à tout prix à l'éviter. En effet, quand Mary s'énerve, elle attrape les autres par la gorge. Certains enfants disent l'avoir vue étrangler une camarade à tel point qu'elle est devenue rouge et que ses lèvres sont devenues violettes. Lors de cette agression, Mary était déterminée. Elle avait le regard froid et il faudra l'intervention d'un enfant plus âgé pour stopper l'agression. Les professeurs sont au courant des accès de violence de Mary. En effet, un jour après la récréation, une camarade de classe revient avec une marque de brûlure de cigarette sur la joue. Lorsque le professeur lui demande ce qu'il s'est passé, elle dira que c'est Mary Bell qui lui a fait ça. Ce n'est pas le premier incident et cette fois encore, les sanctions prises ne seront pas à la hauteur de la gravité de la faute commise. En dehors de l'école, Mary Bell va se lier d'amitié avec sa voisine qui s'appelle Norma Bell. Alors ne vous y trompez pas, alors que les deux jeunes filles ont le même nom de famille, elles n'ont aucun lien de parenté et c'est un nom de famille qui était assez courant à cette époque. Norma a 2 ans de plus que Mary et elle souffre d'un retard mental. Alors le duo est construit un petit peu sur une inégalité dominant-dominé. Donc Mary est plus jeune que Norma, mais elle exerce quand même une grande emprise sur elle. C'est bien simple, Norma fait tout ce que Mary lui demande. Si Mary lui avait demandé de se jeter par la fenêtre, Norma l'aurait certainement fait. Mary est manipulatrice et elle a trouvé en Norma la parfaite partenaire.
En 1968, Mary a 10 ans et Norma 12. Elles enlèvent un petit garçon de 3 ans. Elle lui propose de les suivre pour acheter des bonbons. Il disparaît pendant quelques heures et lorsqu'il apparaît de nouveau, il semble complètement hagard et couvert de sang. La police est prévenue, mais les filles ne sont pas inquiétées. Le lendemain, une femme se présente au commissariat. Elle affirme que Mary Bell a tenté d'étrangler sa fille. Mary aurait brutalement attrapé Pauline par la gorge, mais ce que Pauline n'osera pas dire aux policiers par peur des représailles, c'est qu'en plus de ça, Mary lui avait bourré la bouche avec du sable. On voit donc là bien la volonté de Mary d'étouffer Pauline. Peut-être que si la police avait été mise au courant du détail des sables, elle aurait un petit peu plus pris l'ampleur de la gravité de la situation et de la violence latente qui était présente chez Mary. Mais à cette époque, la police avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de disputes entre enfants et la plainte a été classée sans suite. 2 mois plus tard, le 25 mai 1968, Martin Brown, 4 ans, disparaît. Martin est un petit garçon blond avec de belles boucles. Il est plus grand que les enfants de son âge et il est assez espiègle. Dans le quartier, les enfants ont pour habitude de jouer dans les maisons abandonnées et c'est justement dans l'une d'entre elles qu'un petit camarade va trouver Martin inerte. Alors il va tout de suite prévenir les adultes. La maman de Martin est prévenue et lorsqu'elle arrive sur place, elle voit un homme sortir de la maison en ruine avec Martin dans les bras. Il semble dormir mais son corps est froid. À son arrivée à l'hôpital, Martin est officiellement déclaré mort. Les circonstances de sa mort sont tout de suite considérées comme suspectes. Plusieurs théories sont envisagées par les enquêteurs. Alors, la première hypothèse est que Martin aurait pris des somnifères et qu'ensuite il se serait rendu dans cette maison abandonnée. Alors en effet, les policiers, lorsqu'ils vont fouiller la maison, ils vont trouver une boîte de pilules, de médicaments, mais ce détail ne va pas être divulgué, il va rester secret. Et vous verrez qu'il aura une importance pour la suite. La deuxième hypothèse, un petit peu plus tirée par les cheveux, est que Martin avait le vertige. Il se serait rendu dans cette maison avec un enfant plus âgé, il serait monté à l'étage, et là, lorsqu'il se serait rendu compte de la hauteur, il serait mort de peur. Alors oui, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que c'est l'une des hypothèses qui a été envisagée à ce moment-là. Alors quoi qu'il en soit, l'autopsie ne révélera aucune cause de la mort et la mort sera déclarée comme naturelle. Oui, vous avez bien entendu, à 4 ans, la mort va être déclarée comme naturelle et l'affaire sera classée. 2 jours plus tard, ce que l'on peut considérer comme la crèche de l'époque appelle la police pour signaler que quelqu'un est entré par effraction. Arrivé sur place, la police constate que tout a été saccagé. La police va trouver 2 morceaux de papier dont l'un dit « J'ai tué Martin Brown, ce bâtard ». La police va considérer ces messages comme des farces. En effet, les mots étaient pleins de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire. Le jour même, alors qu'elle est à l'école, Mary va écrire à propos de la mort de Martin. Grosso modo, elle va raconter que lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a vu un homme sortir avec le corps de Martin inerte dans les bras. Sous son texte, elle fera même une petite illustration qui jouera un rôle déterminant un petit peu plus tard dans notre histoire, vous le verrez. Tout au long de l'affaire, Mary fait preuve d'un grand intérêt pour la famille de la petite victime. Alors elle pose de nombreuses questions à la tante de Martin qu'elle connaît bien et elle lui demande souvent si les parents sont tristes, si Martin leur manque. Le jour des obsèques, Mary et Norma se rendent chez la mère de Martin et demandent à voir Martin. La mère, qui sait que les filles savent que Martin est mort, est troublée. Elle leur répond que Martin est mort et sans se démonter, les filles répondent qu'elles sont au courant et qu'elles veulent juste voir le corps. Suite à la mort de Martin, les autorités ont décidé de détruire toutes ces maisons abandonnées afin de rendre le quartier plus sûr. Le 31 juillet 1968, alors que les enfants du quartier se réunissent pour observer la destruction des maisons, Norma et Mary commencent à jouer avec Brian Howe qui est âgé de 3 ans. Le soir même, la disparition de Brian est signalée. Il y a urgence. Qu'est-il arrivé à Brian? Est-il mort? Est-il vivant? Que s'est-il passé? De nombreuses personnes vont participer aux recherches. Le soir même, le corps de Brian est découvert dans un terrain vague. Il est mort, ses cheveux ont été coupés et disséminés sur son corps. Il y a également des entailles sur ses jambes, manifestement faites avec le ciseau qui a servi à couper les cheveux.
Brian est mort suite à une strangulation et ce qui va tout de suite interpeller les enquêteurs, ce sont les traces laissées sur la gorge du petit Brian. En effet, il semble que la pression exercée sur la gorge n'était pas puissante mais continue et les enquêteurs à ce moment-là vont s'orienter sur la piste d'un autre enfant. Le corps de Brian présentait également un M gravé au niveau de l'estomac. L'autopsie révélera qu'il a été fait en 2 fois. La première partie au moment de la mort correspond à la lettre N et la deuxième partie, faite un peu plus tard après la mort, correspond à la transformation du N en M. Au vu des similitudes entre les décès de Brian et de Martin, les enquêteurs vont réouvrir le dossier de Martin Brown. Et ils vont décider de lier les 2 meurtres des enfants. Ils vont donc annoncer à la population qu'ils sont à la recherche d'un autre enfant qui aurait probablement tué ces 2 petits garçons. Rapidement, le nom de Mary Bell revient dans les conversations. En effet, son caractère impulsif et violent, le fait qu'elle se soit vantée auprès de certains enfants d'avoir étranglé un jeune garçon, va pousser certaines personnes à orienter la police vers Mary Bell. Les policiers décident donc de se rendre au domicile de Mary, mais son père refuse de les laisser entrer et les menace même de lâcher les chiens sur eux s'ils ne partent pas. Un témoignage inattendu va tout changer. Un jeune garçon de 9 ans qui présente un important retard mental, donc il a l'âge mental d'un enfant de 3-4 ans alors qu'il a 9 ans, va se présenter au commissariat avec ses parents. Alors il explique qu'il a été témoin du meurtre de Martine. Alors il n'a pas tout de suite compris la gravité des faits, et il n'en avait pas parlé. C'est au moment où il a raconté cette histoire à ses parents que ses parents ont tout de suite décidé de le mener au commissariat. Il raconte que ce jour-là, Martine avait mal à la gorge. Mary lui aurait proposé de lui faire un massage. Elle a donc commencé à lui masser la gorge, puis elle aurait serré de plus en plus fort jusqu'à provoquer sa mort. Avant d'interroger Norma et Mary, les enquêteurs vont se rendre à l'école pour récupérer les objets personnels des 2 filles. Dans un premier temps, ils veulent comparer l'écriture de Norma et Mary avec celle retrouvée sur les notes laissées lors du saccage de la crèche. L'écriture n'est pas exactement identique car Mary avait pris soin de transformer son écriture, mais les similitudes graphiques attirent l'attention des enquêteurs. En fouillant ensuite dans les affaires de Mary, les enquêteurs vont mettre la main sur la preuve irréfutable de la culpabilité de Mary. En effet, ils vont mettre la main sur le petit texte que Mary avait écrit le lendemain de la mort de Martine. Et c'est le dessin qui va intriguer les policiers. En effet, on y voit le corps de Martine allongé avec à ses côtés une boîte de pilules. Or, ce détail, souvenez-vous, n'a jamais été révélé par la police et seul l'assassin pouvait être au courant. En effet, comment Mary aurait-elle pu être au courant qu'il y avait une boîte de somnifères si elle n'avait pas été présente sur les lieux du crime? Le 8 août 1968, Mary et Norma ont été accusées de 2 meurtres. Le procès a commencé 4 mois plus tard. Alors, durant le procès, le juge a posé beaucoup de questions à Mary. Ces questions étaient basées sur différents témoignages. À un moment donné, la juge a demandé à Mary si elle avait bien étranglé des pigeons. Oui, en effet, ils avaient des preuves qu'elle l'avait fait par le passé. Et là, Mary a fondu en larmes. Elle était inconsolable et le procès a même dû être interrompu. Ce détail nous montre bien que Mary avait des problèmes avec les émotions. Elle réagissait de manière inadaptée. Soit elle était dans l'excès, dans le drame, soit elle était dans l'indifférence la plus totale. Alors à côté de ça, elle semblait reconnaître la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais elle n'a fait preuve d'aucun remords durant le procès. Lorsqu'on lui a posé la question sur les agressions qu'elle a fait subir aux autres fillettes, elle a répondu que c'était pour rire, que c'était juste une blague. En raison de ce manque d'empathie, ces désordres émotionnels, les nombreux psychiatres qui ont examiné Mary Bell ont diagnostiqué une psychopathie. Norma Bell a été acquittée car ils ont jugé qu'en raison de son retard mental, elle avait sûrement été influencée par Mary Bell. Ils ont considéré qu'elle n'a tué aucun garçon, elle était juste un témoin qui a accepté et soutenu Mary Bell. Les juges ont pensé qu'elle n'était pas en capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Mary Bell n'a pas été reconnue coupable de meurtre, mais d'homicide involontaire. En effet, les juges ont tenu compte non seulement de son jeune âge, mais aussi du diagnostic de psychopathie qui avait été posé. Ils ont donc jugé que Mary Bell n'avait pas besoin d'être punie, mais qu'elle devait être réhabilitée. Alors c'est donc pour ça qu'on considère que
Sharon Kerr est la plus jeune meurtrière d'Angleterre puisque c'est la première à avoir été reconnue coupable de meurtre. Mais si on regarde les faits tels qu'ils sont, on peut considérer que Mary Bell, qui avait 10 ans au moment où elle a commis son premier meurtre, est la plus jeune meurtrière d'Angleterre. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire de Sharon Kerr, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet et bien évidemment, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur ma chaîne. Étant trop jeune pour être envoyée en hôpital psychiatrique, à la place, elle a été placée dans un pensionnat où sa mère pouvait lui rendre visite. Alors je pense que c'est le moment maintenant de revenir un petit peu sur la mère de Mary Bell. Donc lors du procès et lors de l'arrestation de la petite fille, jamais personne ne lui a demandé de compte sur sa façon d'élever sa fille. Or, on peut objectivement se poser la question de savoir comment Mary Bell aurait-elle pu se construire sainement en sachant que sa mère n'a jamais cessé de chercher à se débarrasser d'elle, elle ne lui a jamais montré le moindre signe d'affection et pire, elle se serait servie d'elle pour satisfaire mieux ses clients. Alors après le procès, la mère de Mary Bell sombrera dans la dépression et dans l'alcoolisme. Elle était plus préoccupée par l'image qu'elle renvoyait maintenant que sa fille avait été accusée de meurtre que par l'avenir de sa fille elle-même. Durant les premières années de sa détention, elle aura un droit de visite. Alors les relations entre Mary Bell et sa mère étaient tendues. Mary Bell lui a même écrit une lettre en lui demandant de reconnaître sa responsabilité dans cette affaire, ce qu'elle ne fera jamais. Alors sa mère, par contre, n'hésitera pas à vendre des informations sur sa fille aux journalistes, que ce soit des informations, des photos, des écrits, pour récupérer un petit peu d'argent de ci, de là. Après quelques années, Mary a été placée dans une prison ouverte. Alors c'était une prison avec très peu de surveillance, les portes étaient ouvertes, et les prisonniers pouvaient aller et venir. La seule chose, c'est qu'ils devaient rentrer tous les soirs pour passer la nuit à la prison. En 1977, à 20 ans, Mary Bell s'est évadée de la prison. Elle a été retrouvée et elle a donc perdu tous ses privilèges pendant 28 jours, ce qui lui a servi de punition. En 1980, après avoir purgé 12 ans de prison, elle a été considérée comme n'étant plus une menace pour la société. Donc elle est libérée et elle a reçu un anonymat complet. Elle vit donc sa vie aujourd'hui sous un faux nom. 5 ans après sa libération en 1984, Mary Bell a eu une fille qui a obtenu l'anonymat jusqu'à son 18e anniversaire. Mary Bell n'avait pas l'intention de raconter ses crimes passés à sa fille, mais des journalistes ont trouvé la maison dans laquelle elle vivait. Et Mary Bell et sa fille de 14 ans ont dû fuir la maison en couvrant leur visage pour éviter d'être reconnues. Suite à cet incident, Mary Bell a obtenu l'anonymat à vie pour sa fille car ils ont considéré qu'elle avait été prise en photo à 14 ans et qu'en 4 ans, à 18 ans, elle n'aurait pas beaucoup changé physiquement. Ils ont donc jugé qu'elle ne serait pas en sécurité si elle perdait son anonymat. À 51 ans, Mary Bell est devenue grand-mère et l'anonymat a une nouvelle fois été étendu à sa petite fille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur le cas de Mary Bell, la plus jeune meurtrière d'Angleterre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires criminelles sur cette chaîne. Mais en attendant, surtout, restons prudents et prudentes.